tout le monde, on espère que vous allez bien, parce que ce mois-ci, c'est un mois à la fois chargé et calme. C'est pour ça que nous allons parler de la future aventurière du COV, des grenouilles et de sport et de énervé. Dans quelques mois, c'est les vacances d'été. Mais c'est aussi la rentrée, malheureusement. Deux choses qui passionnent Madame Babst, une future prof du COV. Bonjour Madame Babst. Bonjour, Bon, salut Maëlle. Salut Mélinda. Bonjour Madame Babst, comment allez-vous? mais ça va très bien, merci. Pour commencer, je vous demanderai 3 mots pour vous présenter. Pour me présenter, 3 mots, 3 adjectifs ou n'importe quel mot? Comme vous voulez. Ok. Alors, un mot que j'aime beaucoup, c'est la liberté. J'aime aussi beaucoup la curiosité et la gourmandise. D'accord. Alors, nous avons appris récemment une bonne nouvelle, comme quoi vous alliez être enseignante ici au CO l'année prochaine. Oui, c'est juste. Je vais travailler avec une classe de 10H pour donner des cours d'anglais et de français. D'accord. Et donc, durant votre formation, comment est-ce que vous avez choisi ou décidé d'enseigner ces matières et pourquoi? Ok, alors ça, c'est une bonne question et puis ça remonte à assez longtemps. Alors, au tout début de ma formation, quand je suis sortie du collège, tout d'abord, j'en avais un petit peu marre de l'école. Donc, j'ai fait une année sabbatique et je suis partie travailler dans différents endroits. J'étais donné des cours en Tanzanie, en Afrique, pendant un mois. Et après, j'étais rentrée en Suisse. J'avais fait quelques camps dans des écoles privées, des choses Mhm. comme ça. Puis j'ai vu que j'aimais bien donner des cours. J'avais déjà une petite idée que j'aimais enseigner, mais j'ai testé un petit peu comme ça. Et j'ai commencé la HEP Fribourg pour enseigner aux petits. Ok. Je m'intéressais à l'école enfantine. Et après avoir fait une année là-bas, je me suis dit que c'était pas tout à fait. J'aimais bien, mais c'était pas tout à fait mon truc. Et j'ai travaillé avec des ados et ça, j'ai adoré. Et du coup, j'ai changé de formation. J'ai été à l'université de Fribourg et j'ai choisi les langues étrangères. Alors, français, c'est pas étranger pour nous, mais français en tant que langue étrangère et anglais parce que justement, j'aimais bien me déplacer. Puis je me disais, bah, prof de langue, ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire Mhm. partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux choses-là dans ma formation. Et puis après, j'ai aussi choisi les activités créatrices parce que j'aimais bien avoir un cours qui faisait autre chose qu'être en classe. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première formation. Après, j'en ai fait d'autres. Quand on est enseignant, on peut aussi continuer pour Mhm. faire prof de stage. Et je suis aussi en train de faire un doctorat en sciences d'éducation pour pouvoir aussi enseigner aux enseignants. Donc voilà, après, il y a eu d'autres petites choses qui se sont faites à côté. Donc on voit que vous avez beaucoup bougé pendant votre formation. Mhm. Et en parlant de voyage, j'ai appris que vous étiez revenu récemment d'un long voyage. Et donc, combien de temps il a duré? Alors, je suis partie avec ma famille recomposée. On est parti pendant 6 mois. Et on est parti au mois de juillet l'année passée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déscolarisé mes enfants pour une année. J'ai fait une demande pour une année en disant que ce serait probablement un semestre, mais voilà, juste pour se donner un petit peu de marge. Et donc, on est parti au mois de juillet, on a fait toutes les vacances d'été et on a prolongé jusqu'au début du deuxième semestre de cette année. Donc, on est rentré fin janvier et c'est pour ça que j'ai débarqué au CO de la Vevey en février pour donner des cours d'enseignement spécialisé. Et vous avez voyagé dans beaucoup de pays, et lequel avez-vous préféré? Oui, alors on a fait pas mal de pays. On a fait les Maldives, le Sri Lanka, la Malaisie, l'Indonésie, un retour en Malaisie. Après, on est monté au Népal. Après le Népal, on a fait un crochet par l'Inde. Et on a ensuite changé de continent. On est parti en Afrique du Sud et en Namibie avant de rentrer en Suisse. Et moi, j'ai découvert l'Asie du Sud-Est pendant ce voyage. J'ai adoré cette région. Et si je devais préciser, alors j'ai aimé rester plus longtemps en Indonésie parce que c'était sympa. On a beaucoup pu échanger avec les gens là-bas. On a fait beaucoup de surf. On a fait des cours de surf. On a connu plein de gens là-bas, donc c'était chouette. Et puis sinon, j'ai aussi beaucoup aimé le Népal parce que pareil, j'aime beaucoup les gens là-bas. Et on a fait un trek d'une vingtaine de jours et c'était très intéressant. Et donc, est-ce que vous avez appris des choses durant ce voyage et qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez réalisé un rêve en ce voyage? Alors, je sais pas si j'ai réalisé un rêve dans le sens où c'était pas un objectif. J'aime voyager et puis j'aime me déplacer et rencontrer du monde et tout ça.
mais j'avais pas un objectif précis de faire un voyage de ce type-là. Par contre, ça m'a apporté énormément de pouvoir sortir mes enfants longtemps de l'école et Mhm. puis de vivre vraiment une aventure comme ça avec eux. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on l'a fait en mode sac à dos. Ça veut dire, donc, on a voyagé avec 4 enfants qui sont âgés de 8 à 12 ans. Et chacun avait un petit sac à dos avec toutes ses affaires pour 6 mois. Et j'ai trouvé super de faire ça comme ça. Parce qu'en fait, on a pu vraiment vivre comme on avait envie pendant 6 mois. Donc, on faisait 3 jours à une place, après on changeait, on allait à une autre. Et puis, on n'a pas trop prévu à l'avance ce qu'on faisait. Et du coup, je te parlais avant du mot liberté. Eh ben, ça donnait vraiment beaucoup de liberté. Et, pendant 6 mois, on a vraiment pu faire ce qu'on avait envie de faire, au moment où on avait envie de faire, manger ce qu'on voulait, rencontrer des gens. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je voyage. J'aime pas juste rester entre nous. J'aime bien voir les personnes chez qui on va, échanger avec les locaux. Là, j'ai adoré. Je reviens sur les cours de surf qu'on a fait parce que justement, on a rencontré des gens qui nous ont appris des nouvelles choses, qui sont venus avec nous dans l'océan, qui nous ont appris à comprendre un petit peu comment se faisait tout ça. Puis c'est une autre culture. Et pareil au Népal, on est parti avec notre guide, sa sœur, et puis on a un jeune qui est venu avec nous parce que 21 jours de trek avec les enfants, c'était long pour eux. Ils pouvaient pas porter toutes leurs affaires. Là, c'était quand même trop lourd. Donc, on avait une personne qui portait les affaires des enfants qui est venue avec nous et puis nous, on portait nos affaires. Et là, c'était très chouette parce qu'on a pu manger chez l'habitant, dormir dans c'est pas vraiment des hôtels, hein, c'est plus des cabanes dans la montagne, comme ça. Et puis, à chaque fois, tout le monde fait à manger ensemble, mange ensemble. C'est pas chacun pour soi comme on est ici. Souvent, quand on va dans ces cabanes, on a par exemple une table au milieu et puis tout le monde qui est assis autour, on fait un feu, voilà. Puis bah, les Népalais, mais il y a aussi tous les gens qui font de la marche et puis du coup, on rencontre plein de gens comme ça en voyage. Et ouais, on a été aussi surpris par différents pays. Par exemple, j'ai été très surprise par l'Inde. Moi, j'avais des a priori en Inde. Je savais même pas trop si je voulais aller avec les enfants. Je sais pas si c'était peut-être un petit peu trop dangereux. Et finalement, ça s'est vraiment très bien passé. C'était super intéressant. Alors, c'est pas le pays que eux ont préféré parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et ça bougeait beaucoup. On est resté que en ville. Mais voilà. Et donc, un dernier, si j'ose vous demander, quel a été le budget pour ce long voyage et comment vous avez fait pour le financer? Alors, c'est une très bonne question. Le budget pour ce voyage, alors on est parti à 6. Donc moi, je suis partie avec mes 2 enfants et mon ami est parti avec ses 2 enfants. Et du coup, on a partagé le budget en deux. Et c'est très compliqué à calculer un budget comme ça, de savoir à l'avance. Donc on a parlé avec différentes personnes qu'on connaissait qui avaient fait des voyages de 6 mois ou d'une année ou comme ça. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que en général, la majorité des personnes avec qui on a discuté ont dépensé 10 000 francs pour 6 mois, pour une personne. Et du coup, nous, on est parti sur l'idée que ça allait coûter 10 000 francs par personne pour 6 mois. Et c'est exactement ce que ça nous a coûté. Donc, moi, personnellement, pour payer ce voyage, j'ai vendu ma voiture et j'ai pris l'argent de ma voiture et j'ai aussi pris mes économies, en fait, que j'avais pour ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette interview Avec et plaisir. bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Salut Mélina! Salut Mirella. Alors, est-ce que tu as remarqué, il y a quelques semaines, un mois maintenant, l'événement qui s'est produit sur la route Lucie, c'est-à-dire que la route a été bloquée pour faire passer les amphibiens. Ah oui, ça a été très embêtant d'ailleurs. Oui, et bien en fait, c'est simplement pour qu'ils puissent se reproduire dans le lac Lucie, et c'était la saison. Voilà. Non, c'était le printemps aussi, c'est normal. Oui, Le exactement. renouvellement. Et du coup, tu vas nous parler des grenouilles. C'est ça, tout à fait. Je vais en fait simplement présenter un petit peu les espèces qui sont passées par là. Et ça vous permettra sûrement de comprendre un peu plus pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu passer par là à cette période ici. En plus, ça va se reproduire l'année prochaine, donc c'est quelque chose d'annuel. Alors, pour commencer, nous allons immédiatement écouter le doux chant de la grenouille rousse, qui est une concertiste très spéciale et unique dans le monde des grenouilles. En fait, les grenouilles terrestres, comme la grenouille rousse par exemple, ont un chant très spécial par rapport aux grenouilles
qui vivent plutôt dans les arbres ou dans l'eau. Dans les arbres? Exactement, il y a des grenouilles qui vivent dans les arbres, mais malheureusement, pas du genre qui sont venus par chez nous à ce moment-là, D'accord. dans la jungle ou des endroits comme ça. C'est très intéressant. Eh oui, exactement, un champ unique. Alors, vu qu'on est dans le champ des grenouilles, nous allons faire une petite transition vers le champ de la grenouille verte. Ça charge. C'est hyper différent. Oui, On voit la vraiment. différence. Du coup, Oui, oui. ça, c'est la grenouille terrestre. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est la C'est grenouille verte, c'est celle qui vit ouais, plutôt dans l'eau. Ok. Enfin, ce sont tous des amphibiens, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais ils vont tous, en fait, dans l'eau pour se reproduire. Alors, un vrai prince charmant. Tout de suite, nous allons passer au crapaud commun, qui est une autre star très célèbre que l'on connaît tous. Son nom scientifique, c'est Bouffon bouffon. C'est pas plutôt bouffon? Mais pourquoi bouffon bouffon? Bah, je sais pas. Par exemple, si on lui rajoute des grelots sur les oreilles, ça pourrait faire bouffon. Oui, il y a un petit tas de ressemblances. Bon, par contre, c'est vraiment pas un bouffon. Les crapauds, comme beaucoup d'amphibiens, comme les tritons par exemple, produisent du poison qui peut être mortel pour l'homme si on le mange, donc pas dans la potion magique, attention. Par contre, il est assez inoffensif et ne traverse pas la peau. Si donc vous avez touché une fois un crapaud dans votre vie, tout ira bien. Ne l'embrassez pas. Donc, vu que les tritons produisent aussi un peu de venin, nous allons faire une transition vers le triton lobé, qui est donc notre troisième espèce que nous allons présenter maintenant. Donc le triton lobé, son nom scientifique, c'est le Lissotriton vulgaris. Oula, c'est très vulgaire ça, non? Eh ben justement pas. En fait, vulgaire peut-être dans d'autres endroits, mais dans nos régions, il est en réalité très menacé, comme d'ailleurs toutes les espèces, et notamment à cause du réchauffement climatique ou de la destruction de leur habitat ou de diverses maladies liées aux pesticides ou des choses comme ça. En fait, 41% des espèces d'amphibiens dans le monde sont en voie d'extinction. Dans nos régions, elles sont pourtant très utiles à l'écosystème parce qu'il y a des serpents et des poissons qui les mangent. C'est nous qui les mangeons. Exactement. Pas celle-ci. Ah, D'ailleurs, j'aime beaucoup les grenouilles, de toutes les manières. Donc, dans nos régions, elles sont aussi utiles à l'agriculture, même si on les tue avec les pesticides, parce qu'elles mangent les limaces et d'autres insectes qui ravagent ce genre de produits nécessaires. Donc voilà, c'est la petite partie sensibilisation écologique nécessaire donc, à chaque fois que je parle de grenouilles menacées. Alors, il y a plein d'autres raisons, autres que la pratique même, pour admirer et aimer les amphibiens. Par exemple, le triton alpestre qui a des couleurs absolument ravissantes. Et ça, c'est vraiment autrement utile pour draguer. et laquelle couleur du coup? Alors, il est... voici une image. Ok. Oui, donc il a de très belles couleurs. C'est d'ailleurs comme ça que commence la parade nuptiale chez ces amphibiens. Donc le mâle triton alpestre, qui a d'aussi belles couleurs que la femelle, il va juste capter son attention en lui faisant un petit signe dans l'eau. Et donc après ça, il va déposer une capsule de sperme au fond de l'eau, qui n'est pas très profonde normalement. Et la femelle viendra en fait chercher après, comme un petit colis qu'elle va conserver dans sa spermathèque. C'est assez... La spermathèque, c'est comme une bibliothèque, bon, c'est la même racine, mais pour du coup le sperme. Et il y a cet organe présent chez beaucoup d'amphibiens, mais aussi des insectes, comme des araignées. Et chez le triton alpestre, c'est pas non plus un truc fantastique, fabuleux, à part que ça peut conserver le sperme et le garder vivant pendant quelques temps. Mais il y a des femelles araignées qui peuvent se féconder, mais 2 ans après avoir reçu le sperme. C'est absolument fabuleux. Bref. Voilà. Passons à présent au triton palmé, qui vit seulement en Europe d'ailleurs,
et qui mesure environ 8 cm, donc la femelle est un peu plus grande. C'est le plus petit triton autochtone de nos régions. Il est d'ailleurs nommé Lacarta helvetica car il a été découvert pour la première fois en Suisse. Voilà, on sait aujourd'hui qu'il serait parti du nord de l'Allemagne au nord de l'Espagne, donc c'est vraiment tout petit. Et pour finir, après avoir vu le plus petit triton, nous allons voir le plus grand. C'est un triton avec une vraie allure de charismatique, méchant de conte de fées, le triton fêté. Alors, son apparence est évidemment plus imposante que le petit suisse. Et il est aussi très 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 grand. Donc les femelles peuvent atteindre 12 cm. Mais en plus, leur apparence lors de la phase aquatique, donc nuptiale, vu qu'ils se reproduisent dans l'eau, est vraiment digne des plus magistraux antagonistes. C'est-à-dire qu'il se revêt de crête pour le mâle et d'un orange sous la queue de la femelle. Voilà, bon, il est effrayamment magnifique, mais il n'est pas plus dangereux au niveau du poison que les autres tritons. D'accord. Bah, c'est très intéressant tout ça. Voilà, et ben j'espère que tu as pu apprendre un peu plus du coup sur ces animaux prioritaires du mois d'avril. Oui, d'avril, oui. Et du coup, nous sommes arrivés à la fin de la chronique. J'espère que vous aussi, vous en avez appris plus. À bientôt. Salut Mirella. Salut Melinda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons dans notre studio un ancien athlète de course à pied, et désormais coach de course à pied et documentariste. Bonjour Pierre Morat, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. On commence tout de suite par un petit retour en arrière. À quel âge vous avez commencé l'athlétisme? Alors, j'ai commencé assez tard, à 15 ans. Vraiment, je faisais du foot et du tennis. Et j'ai commencé à 15 ans parce qu'à l'école, j'avais quelques dispositions dans les cours de gym. Ok. Mais du coup, avec quel club vous avez découvert cette passion pour l'athlétisme? Alors, mon premier club, c'était un club genevois qui s'appelait le Centre Athlétique Genève, qui était un club qui faisait pas forcément mes disciplines, mais j'avais des entraîneurs qui m'ont poussé et qui m'ont encadré. Et ça m'a donné, comme vous dites, cette passion. Quelle était votre discipline préférée? Alors, pour moi, c'était le 1500 mètres. Donc, c'est une discipline de demi-fond, officielle, bien sûr, où il faut à la fois de la vitesse et de l'endurance. Les années sont passées et vous avez commencé à vous démarquer. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que ce qui fait la différence quand même, ça reste un peu le talent à la base, hein. Je pense qu'on ne peut pas, sans talent, essayer de réussir à, comme vous dites, se démarquer. Ensuite, il y a la motivation, parce que la motivation, c'est le cœur de la performance. Un athlète qui n'est pas motivé, ou qui a une motivation qui est un petit peu up and down, il va difficilement réussir. D'ailleurs, on le voit souvent qu'il y a des jeunes athlètes qui réussissent et leur motivation, c'est souvent de faire plaisir à leurs parents ou gagner facilement parce qu'ils sont talentueux ou parce qu'ils s'entraînent déjà avec un club. Mais dès qu'on arrive à un certain âge et où là, il faut vraiment travailler et donc être confronté à sa motivation très, très profonde, et ben là, on voit souvent que ça donne rien ou plus rien. Donc la motivation, c'est très important. Et après, bien sûr, il faut beaucoup de travail euh, de tous les jours. Ouais. C'est la régularité qui paye quand on est sportif en général et qu'on fait du haut niveau. Et après, il faut des qualités psychologiques. Parce Ouais. qu'on est confronté à la pression, on est confronté à l'échec, on doit rebondir sur les échecs. Tout sportif, même Roger Federer, il a eu plus d'échecs qu'il a eu de réussites dans sa vie. On parle souvent des échecs, des réussites, mais on oublie les échecs et c'est les échecs qui permettent les réussites. Ouais. Justement, vous avez dit qu'il fallait beaucoup de travail, mais vous vous entraîniez combien de fois quand vous étiez à votre meilleur niveau? À peu près 12 fois par semaine, donc 2 fois par jour, quasiment tous les jours, pour un total en hiver de 150 à 160 km en course à pied par semaine. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de courses, du coup, comme il y avait beaucoup d'entraînement. Est-ce qu'il y a une course qui vous a plus marqué que les autres? Alors, moi, j'ai toujours rêvé d'aller aux Jeux Olympiques. Alors, elle m'a marqué, même si j'ai jamais pu y participer puisque je me suis blessé juste avant. Mais en tant que Genevois, il y avait une course qui était très importante pour nous, c'est la course
de l'escalade. C'est la course la plus importante en Suisse, elle est très populaire. Et quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de gagner la course de l'escalade. Et j'ai gagné plusieurs fois dans les catégories jeunes. Après, je l'ai couru en élite, où là, c'est vraiment un niveau mondial. Donc, j'ai fait une fois dans les 10 premiers peut-être. Et ça, c'était vachement important. Et après, j'ai eu beaucoup de blessures. Je suis revenu sur la route et il y a une course qui m'a marqué en particulier. C'était Mora-Fribourg parce que je l'ai découverte sur le tard et j'ai fini une année troisième en battant un grand champion suisse qui s'appelait Victor Reutlin, qui était un athlète de niveau mondial. Et ça reste un de mes plus beaux souvenirs. Malheureusement, à 25 ans, vous vous blessez au tendon d'Achille. Quelle a été votre réaction et comment vous êtes blessé? Alors, les blessures en course à pied, à part quand on se tord la cheville, c'est souvent des blessures, on va dire, inflammatoires. C'est-à-dire, c'est la surcharge liée à un sport où il y a des chocs qui se répètent, qui créent des tensions qui restent. C'est pas comme quand on fait du ski, on se déchire les genoux, on sait pourquoi, parce qu'on a chuté ou parce qu'on s'est tordu le genou, etc. Là, c'est vraiment des blessures inflammatoires et c'est assez pervers, les blessures inflammatoires, parce que ça vient, on sait pas trop comment, même si c'est a priori parce qu'on s'est trop surchargé, et puis on sait pas trop comment faire partir. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis comment j'ai réagi? Ben, j'ai essayé de travailler là-dessus, de me soigner, de pas arrêter de m'entraîner non plus. Et puis finalement, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Donc ça a été une immense frustration. Et, et à la suite de ça, j'ai eu vraiment une grosse période de déprime. Maintenant, c'est moi qui vais vous poser des questions un peu plus poussées sur votre coaching parce que ça m'intéressait plus. Je connais peu de personnes qui veulent devenir coach, mais alors qu'est-ce qui vous a frappé pour devenir coach? Alors moi, c'est vraiment, j'avais pas l'intention de devenir coach. En fait, je suis devenu un peu coach malgré moi, quoi. C'est un peu les circonstances qui ont fait que je suis devenu coach. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y en a trois, parce que j'ai été coach dans trois registres. Les athlètes de très haut niveau international, les athlètes populaires et les jeunes espoirs. Quand j'ai eu fini ma carrière, enfin, elle n'était pas finie, enfin, je pensais qu'elle n'était pas finie, j'étais blessé, j'attendais de guérir. Il y a un athlète réfugié politique qui a débarqué dans un coffre de voiture à Genève, en provenance d'Éthiopie. Et puis comment dire, le foyer des requérants d'asile à Genève a pris contact avec moi, vu que j'étais le meilleur athlète genevois, et me dit: est-ce que vous pourriez vous en occuper un peu? Cet athlète s'appelait Tesfaye Etisha, et ben je l'ai encadré. Alors qu'il avait rien ici, et il a gagné à peu près 7 fois le marathon de Lausanne, il a gagné plusieurs fois le marathon de Zurich. C'est devenu le premier grand athlète, on va dire, requérant d'asile de Suisse. Après, il y en a eu d'autres, dont Tadesse Abraham, qui aujourd'hui est suisse, mais le plus grand athlète suisse du marathon. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu entraîneur. Et j'ai entraîné 2, 3 athlètes requérants d'asile à cette période, dont une fille qui est devenue plus tard, alors c'est plus moi qui m'en occupais, championne olympique du 1500 mètres. Ça, c'est la première chose. Après, en 2009, j'ai racheté des magasins de sport spécialisés dans la course à pied, à Lausanne et à Genève. Et du coup, on m'a beaucoup sollicité en tant que coureur populaire, pour préparer des gens à faire des marathons, des choses comme ça. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ma fille, qui avait alors 13-14 ans, faisait de l'athlétisme au Stade Genève et a montré des dispositions, voulait faire de l'athlétisme à haut niveau à terme. Et donc, du coup, je me suis impliqué dans son plan de carrière, mais je savais très bien que ça allait être difficile d'avoir que ma fille, parce que le rapport père-fille ou père-fils, c'est difficile à marier l'entraînement et puis le côté papa ou maman. Et du coup, j'ai créé un groupe au sein duquel elle s'entraînait. Et ce groupe, je l'ai toujours aujourd'hui. Et j'ai 2, 3 athlètes jeunes, encore jeunes, qui sont très forts. Nous, on nous dit toujours, avant de faire un effort, échauffez-vous bien et tout, mais il n'y a pas d'autre moyen d'éviter les blessures tout en s'échauffant. Avoir des bonnes chaussures qui soient adaptées à sa manière de courir, ça c'est vachement important pour essayer d'éviter les blessures. S'entraîner de manière progressive, pas je m'entraîne depuis 3 mois, une fois par semaine, puis tout d'un coup je vais faire tous les jours. Ça c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des blessures. Et puis avoir une hygiène de vie qui est assez bonne, c'est-à-dire faire des étirements après la course, avoir une nourriture qui n'est pas trop acide,
avoir des temps de récupération qui sont assez importants. C'est-à-dire que si on a du stress, parce qu'on a beaucoup d'écoles en tant que jeune, ben, on s'entraîne peut-être un peu moins jusqu'à ce qu'on ait moins de stress, ce genre de choses. Maintenant, nous allons revenir un petit moment à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entraînez actuellement? Alors actuellement, j'entraîne beaucoup de coureurs populaires, comme je l'ai dit, qui préparent Sierre-Linal, des marathons, à Fribourg, etc. Et puis j'entraîne des jeunes athlètes d'élite, dont l'un est un véritable potentiel grand espoir international, enfin international, je sais pas, mais de haut niveau, et qui pourrait avoir même battre mes temps de l'époque. C'est la première fois que j'ai un athlète comme ça dans mon groupe. Il a 18 ans. Et l'année passée, il a fini 9e des Jeux Olympiques de la jeunesse européenne. Il est champion suisse du 1500 mètres. Merci beaucoup et merci pour tous ces conseils et à bientôt. À bientôt. Merci. Vous savez tout de Énervé, ou du moins, presque. Mais malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Pour attendre la prochaine, vous pouvez vous reposer de ce long voyage, vous rassasier de grenouilles et dépenser toutes vos calories. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine!